Eh ben, bienvenue, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par un petit sondage parce que j'ai déjà fait cet atelier hier en fait. Et en fait, je ne savais pas trop qui j'avais en face de moi. Donc j'aurais bien aimé savoir alors déjà s'il y avait des étudiants, si vous pouvez lever la main. Ok, des gens qui sont en reconversion, peut-être. Ok, des gens en train de créer leur entreprise ou... Alors, en train de créer ou déjà créé? Déjà créé? Ah, il y en a moins déjà. Ok. Déjà, je vois un peu mieux. Bienvenue, je vais vous faire une présentation de la construction du prix de vente et de la marge commerciale. Alors en fait, il va y avoir beaucoup de rappels, de définitions, vous avez peut-être vu en cours pour certains, pour en fait, pour vous aider à vous lancer quand vous allez créer votre entreprise, quand vous allez définir votre produit, votre service. Donc ça va durer à peu près une demi-heure et puis après on aura un temps d'échange. Alors soit vous pouvez prendre le micro pour poser une question ou sinon voilà, hier il y a des gens qui sont venus me voir après si vous préférez qu'on discute sur un point en particulier ou votre cas à vous. Donc c'est parti. On commencera par un petit préambule que j'ai déjà bien attaqué. On rappelle de quelques notions financières. Voilà, donc des définitions qui sont indispensables pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. On parlera du prix de revient, avec le taux horaire et le taux de marge. Parce que sans prix de revient, pas de prix de vente. Donc on verra ensuite comment on passe du prix de revient au prix de vente. Et enfin, un petit point sur le contrôle et le suivi de l'activité une fois qu'elle est lancée. Donc le prix de vente, qu'est-ce que c'est? En fait, le prix de vente, c'est le prix qui va devoir vous permettre de couvrir vos charges, vos besoins en financement et de dégager un résultat satisfaisant. Donc après, un résultat satisfaisant, chacun le détermine. Et après, l'approche, bien sûr, elle va être différente selon votre activité. Si vous vendez des produits avec un outil de production, si vous vendez des heures de production parce que vous faites de la prestation de service, ou si vous faites les deux, par exemple, vous vendez des voitures mais vous en réparez. Voilà, il y a vraiment des approches différentes et chaque cas est bien spécifique. Donc le juste prix, il va falloir le fixer en fonction de plusieurs critères. Votre marché, c'est indispensable. Beaucoup de gens en fait veulent se lancer sans avoir sondé le marché. C'est le meilleur moyen de ne pas y arriver parce que si vous n'avez pas de clientèle, si le marché est bouché, si vous ne savez pas comment y arriver, c'est compliqué. Donc il va falloir quand même appréhender votre marché, appréhender également la qualité de votre prestation et de votre offre, et bien sûr la concurrence. Donc qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et ensuite les contraintes économiques de l'entreprise. Donc ça c'est plutôt après vous, ce que vous êtes, ce que vous allez en faire. Donc avant tout ça, quelques notions financières. Parce que je suppose que pour les créateurs ici présents, ça va être des mots en fait que vous allez entendre quand vous allez préparer votre prévisionnel, quand vous allez aller voir les banques, quand vous allez aller voir la CCI, BPI, si vous voulez aller chercher des prêts d'honneur. Ce sont des termes que on va vous interroger dessus et malheureusement vous allez être bien obligé de les connaître à un minimum, même si en général vous êtes quand même accompagné par un expert comptable. Donc le bilan, qu'est-ce que c'est? Le bilan comptable et le compte de résultat, donc c'est ce qu'on appelle les comptes annuels de l'entreprise. Donc ce sont les deux éléments avec l'annexe comptable que vous allez déposer tous les ans au greffe. Donc le bilan en fait c'est la vision patrimoniale de l'entreprise. Donc vous allez le faire tous les ans et donc vous avez l'actif et le passif. Donc en fait ce sont les ressources que vous avez mobilisées pour financer votre actif, donc en général vos investissements, vos stocks. Donc c'est plutôt une vision patrimoniale. Alors compte de résultat, c'est plutôt une vision qu'on a en fait à 12 mois, où en fait on va venir comparer les produits générés et les charges que vous avez consommées pour arriver au résultat net. Et donc le résultat, que vous ayez fait, on va dire une bonne ou une mauvaise année, donc ça sera un bénéfice ou un déficit. Donc le compte de résultat, lui, va avoir une présentation vraiment au résultat d'exploitation, résultat financier, donc où vous allez avoir les opérations financières, résultat exceptionnel, l'impôt, et vous allez arriver au résultat net. Le SIG arrive également au résultat net, mais c'est une présentation un peu plus business, ou en tout cas parfois plus demandée, parce qu'il va présenter des valeurs
comme la valeur ajoutée ou l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation, qui est souvent demandé. Pour la marge, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est un point spécifique. Et vous verrez qu'en fait, quand on parle de marge, on dit beaucoup de choses et en plus on ne dit pas toujours tous la même chose. Donc on fera un focus particulier plus tard sur ce point. Charges variables et charges fixes. Donc les charges variables, ce sont les charges qui vont varier en fonction du volume de votre activité. Si vous faites un niveau de chiffre d'affaires en hausse ou en baisse, votre coût de transport va varier également. Vos coûts de stockage vont varier. Si vous payez des commissions à des commerciaux, s'ils font moins de chiffres, vous allez en payer moins. Donc c'est vraiment des charges qui vont varier en même temps que votre activité. Contrairement aux charges fixes, sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main, par exemple le loyer, que vous fassiez 10 millions ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, votre loyer, il ne va pas bouger. Voilà pour la distinction entre les deux. Charge de personnel salarié versus TNS. Donc, TNS, travailleurs non salariés, c'est un très vaste sujet. Si vous avez assisté à la conférence qui m'a précédé, vous avez eu des infos sur ce sujet-là. En fait, ça va avec le choix de la structure juridique entre les entreprises individuelles, les EURL, les SARL, la SAS. Donc là, c'est plutôt le statut du dirigeant sur, en fait, est-ce que vous allez être du régime salarié ou non salarié. Ça mérite une conférence à lui tout seul, en fait, ce sujet. Donc je ne m'arrête pas là-dessus. Après, si vous avez quelques petites questions, on pourra en reparler, mais c'est pas l'objet de cette présentation. Le seuil de rentabilité, qu'est-ce que c'est? C'est le seuil. En général, on parle soit en niveau de chiffre d'affaires, soit en niveau de marge, voire en jours. C'est le moment à partir duquel l'entreprise va commencer à dégager des bénéfices. Donc c'est très important de le déterminer, puisque ça peut être de se dire, voilà, si j'arrive à faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, je suis bon, au-delà c'est du bonus, entre guillemets, je suis rentable au-delà, ou au bout de 300 jours de production, ça y est, je suis rentable. Alors que si vous voyez qu'en faisant vos calculs, il vous faut 400 jours pour être rentable, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc c'est une notion qui est assez importante aussi, parce que ça veut dire que quand vous aurez réussi à déterminer là où est votre seuil de rentabilité, c'est que vous aurez quand même déjà bien avancé. Quelques notions de trésorerie. La trésorerie nette, on va dire que c'est la trésorerie que vous avez disponible. Alors moins vos découverts ou vos dettes financières à court terme. Mais trésorerie nette très importante à gérer également avec votre BFR, donc le besoin en fonds de roulement. Donc qui là va être la notion de jouer avec l'encaissement de vos créances clients, le paiement de vos dettes fournisseurs. Par exemple, dans la grande distribution, ils n'ont pas trop de problèmes de BFR puisqu'ils ont des clients qui les payent tout de suite, alors qu'ils vont payer leurs fournisseurs à 30-45 jours. Alors qu'il y a des activités où ça va être plus compliqué, on va avoir du mal à se faire payer de nos clients, alors qu'on a des fournisseurs qui nous pressent pour payer rapidement. Et donc ça, même si ce n'est qu'une question de jours, c'est quand même des jours de trésorerie. Donc très très important, la gestion de votre trésorerie. Quand vous êtes au début de votre activité, le résultat c'est important, mais ce qui est quand même encore plus important, c'est ce qu'il y a sur votre compte en banque. Donc il ne faut pas se retrouver dans le rouge. La capacité d'autofinancement, c'est ce que la capacité de la société a, avec son activité, à dégager du cash, en fait, afin d'assurer son financement. Donc en général, en premier lieu, rembourser ses dettes, donc sa dette bancaire, ses dettes aux fournisseurs, etc., les dettes sociales, payer les salariés, éventuellement des dividendes, et le reliquat va permettre, pourquoi pas, de payer davantage, de verser davantage de dividendes, ou d'avoir une politique de réinvestissement. Donc ce qu'on voit en dessous, les investissements, ça va être des dépenses engagées par l'entreprise qui vont lui permettre soit d'améliorer sa productivité, soit d'aller gagner des parts de marché, soit d'améliorer son outil de production, de remplacer des choses qui sont un peu obsolètes, renouveler l'existant. Ça m'amène à la notion d'en dessous. Alors les charges calculées, c'est un peu particulier, c'est notamment cette notion, mais elle est importante parce qu'on a souvent la question de quelle est la différence entre le résultat et la trésorerie. Parce qu'effectivement, il y a des sociétés qui font des très bons résultats et qui n'ont pas de trésorerie et vice-versa. Alors notamment les charges calculées, quand vous faites un investissement et que vous achetez un matériel à 100 000 euros, admettons en mars, vous allez dépenser 100 000 euros. Donc il y a moins 100 000 euros de trésorerie puisque vous avez acheté le bien. Comptablement, ce bien-là, il ne va pas en charge. C'est une immobilisation. Donc vous allez le mettre à l'actif
de votre bilan et vous allez l'amortir sur, admettons, 10 ans. Donc 10 000 euros tous les ans comptablement qui vont passer en charge. Donc là, c'est en mars. Voilà, donc il y aura deux tiers, admettons, si c'est début avril, 2/3 de la charge sur l'année. Donc en fait, sur votre résultat, tous les ans, il y aura moins 10 000, alors qu'en fait, en cash, vous avez déjà bien déboursé les 100 000, même si en général, vous avez 100 000 de rentrée parce que l'investissement, vous l'avez financé par un emprunt bancaire. Et donc voilà, il faut bien essayer d'avoir ce distinguo entre trésorerie et résultat. C'est pas la même chose. Donc bien porter attention là-dessus. Pareil sur les impacts de la TVA, donc je vais pas m'appesantir non plus sur ce sujet-là, mais même si la TVA n'a pas d'impact sur le résultat, ce n'est que voilà, vous faites que collecter et déduire la TVA pour le compte de l'État, puisque c'est le client final, donc vous, en tant que particulier qui payez la TVA. Mais selon les régimes de TVA, vous allez la déduire ou la collecter à un moment ou à un autre entre l'encaissement ou la livraison. Donc pareil, il peut y avoir des impacts de trésorerie. Donc bien importante. Voilà, il y a ces notions comptables qui sont indispensables, ou en tout cas qu'il faut maîtriser au moins le minimum pour pas être perdu quand vous en parlez. Mais le nerf de la guerre, voilà, c'est vraiment aussi cette trésorerie, cette CAF et le seuil de rentabilité par exemple. Donc maintenant, savoir déterminer son prix de revient, puisqu'en fait c'est en partant du prix de revient qu'on arrivera au prix de vente. Donc pourquoi le calculer? Et donc c'est ça, c'est pour arriver au prix de vente, puisqu'une fois que j'ai déterminé mon prix de revient, je vais à peu près analyser la marge que je souhaite faire ou dont j'ai besoin pour déterminer mon prix de vente. L'utilité de le maîtriser, j'ai envie de dire, c'est de toute façon indispensable. C'est comme ça que vous allez piloter votre entreprise en fait. C'est comme ça que vous allez gérer votre rentabilité. C'est comme ça que vous allez éviter le risque de vente à perte. On en parlera un petit peu tout à l'heure. De faire des ventes avec des marges trop faibles, qui peut aussi être problématique pour la survie de l'entité, ou à contrario, si vous vous plantez et que vous mettez un prix de vente trop élevé et que vous n'arrivez pas à vendre, c'est également problématique. Si vous allez chercher une marge à 50% alors que toutes les autres du secteur font 20%, il va y avoir un problème, même si votre prix de vente, vous pensez que c'est bon. Voilà, un petit schéma en fait qui résume le cheminement. Donc on part en fait du coût d'achat. Donc on définira un peu après tout ce que c'est, mais on a le coût d'achat, on a ensuite le coût d'approvisionnement qui donne le coût total d'achat. On a ensuite éventuellement des coûts de production, donc qui nous amènent au coût total de production. Il y a ensuite des coûts commerciaux, des coûts de distribution. On a ensuite des coûts administratifs. Donc ceux-là parfois sont plus durs à isoler pour savoir qu'est-ce qui concerne vraiment la production de notre bien ou notre service. Ça donne notre prix de revient, et donc si on y ajoute la marge souhaitée, on arrive au prix de vente. Voilà, je laisse un petit peu la slide s'il y en a qui veulent en prendre connaissance. Donc sachant que vous inquiétez pas, les ateliers sont disponibles en replay. Donc voilà, vous aurez le replay de ma présentation et donc le support également. Donc si on définit un peu les termes qui étaient utilisés dans la slide d'avant, donc dans le coût d'achat, voilà, on va retrouver les matières premières, les marchandises, les consommables, et les coûts d'approvisionnement qui en découlent. En coût de production, donc là on va avoir le temps machine, le temps homme, utilisé pour la production. Donc là on est plutôt dans la partie production de biens, pas encore trop prestation de services. Mais donc il y a le loyer, l'eau, l'électricité. Donc on voit notamment que ces 2 dernières années, ce sont des sujets qui étaient plutôt laissés de côté. Et là, voilà, quand on a vu les coûts d'électricité, c'est des questions qui sont revenues un peu sur la table. On a le coût de distribution. Donc là, ça va plutôt être la gestion, la logistique, les commandes, les stocks. Comment je gère mes emballages, le conditionnement. Pareil, des fois, ce sont des choses qui sont un peu mises de côté, l'emballage ou des palettes ou des choses comme ça. Pareil, quand il y a eu la crise du Covid et que vous aviez les prix des containers qui avaient fait x9 ou x10, quand vous faisiez venir vos containers de Chine par exemple, et au final vous aviez votre coût de transport qui était plus élevé que votre coût matière, voilà, c'est des choses qu'il faut absolument avoir en tête. Et donc il faut indispensable pour vous de maîtriser, on va dire, toute votre chaîne de production et que vous sachiez où sont les risques. Le coût de promotion, donc il y a là toute la charge de communication. Quel levier vous allez activer pour commercialiser vos biens, marketing, publicité, la promotion.
Le coût administratif, donc là on est plutôt sur la partie back-office, donc le temps de gestion des commandes clients et la relation client. Donc là, ce sont tous les services annexes, la comptabilité, le credit management, donc pour les relances clients par exemple, l'encaissement, le SAV. Donc beaucoup de coûts également, donc il ne faut pas l'oublier au moment de déterminer son prix de revient. Donc également, même si c'était un peu focus production de biens, c'est exactement la même démarche si vous faites de la prestation de service. Alors effectivement, vous n'allez pas avoir d'achat de matière, vous n'allez pas avoir d'usine, mais vous aurez quand même des frais d'électricité, vous allez avoir d'autres coûts. Donc il faut avoir en fait la même démarche et la même analyse, donc en cherchant un peu le coût horaire. Et donc on aura les mêmes frais de prospection, d'autres charges, peut-être plus de matériel informatique, d'abonnement au logiciel. Voilà, si vous faites du marketing, des choses comme ça. Si vous êtes architecte, vous allez avoir besoin d'ordinateurs puissants avec des logiciels qui coûtent cher. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête. L'auto horaire, donc celui-là, bien sûr, il concerne tout le monde. Et en fait, en le calculant, ça va vous permettre de déterminer votre prix de vente théorique, de déterminer votre marge de manœuvre commerciale et de comprendre en fait votre structure de coût pour vous aider en fait après à voir la marge de manœuvre qui vous reste pour investir, pour prendre des décisions. Donc il faut absolument travailler à la maîtrise du taux horaire, faut le suivre parce que si il augmente sans qu'on comprenne pourquoi, il faut essayer de le diminuer, il faut rester compétitif et donc rester rentable. Alors par rapport à ce qu'on le vend, parce que si on a un taux horaire à 80 € de l'heure alors qu'on facture nos clients en 70 € de l'heure, ça va pas passer. Et donc il faut aussi le comparer avec ce que fait la concurrence. Parce que si vous êtes à un taux horaire vendu à 120 € et que toute la concurrence fait 80, pareil, vous allez avoir du mal à trouver des clients. Donc il suffit en fait pour cela de calculer l'ensemble de vos charges d'exploitation. Et cela, il va falloir le rationaliser par les heures de production. Donc les heures de production, ça va être assez simple pour les gens qui font que de la production. Là où il faut être attentif, c'est qu'il y a des heures improductives, donc il y a des heures où quand même les gens ne sont pas en train de produire, et notamment le dirigeant. Alors c'est si le dirigeant, si vous faites de la prestation de service, est-ce que 100% de votre temps, si vous faites de la formation par exemple, vous n'allez pas être 100% de votre temps en train de faire de la formation. C'est parce que vous allez avoir une partie de développement commercial, il va y avoir du temps pour que vous-même vous formiez. Donc il va falloir en fait regarder tout ça, avoir des heures assez cohérentes pour déterminer votre taux horaire et ensuite un taux horaire de facturation qui soit également cohérent. Donc pour l'améliorer, là j'ai envie de dire c'est assez simple. C'est que soit vous négociez vos prix d'achat, soit vous augmentez votre prix de vente. Et si vous avez une activité de production ou même de prestation de service, soit vous vous organisez autrement pour avoir soit plus d'heures, soit plus de temps ou des choses comme ça. Donc il faut absolument le suivre. Mensuellement, c'est l'idéal parce qu'au-delà, l'info va être moins pertinente et vous aurez moins de facilité à mettre en place des actions correctives. Donc c'est là qu'il faudra en fait mettre en place des tableaux de bord. Donc on y reviendra un peu plus tard. Le taux de marge. Alors, comme je le disais tout à l'heure, attention aux définitions et aux usages de chacun, puisqu'en fait, des gens vont vous parler de la marge commerciale, de la marge brute, de la marge industrielle, et notamment quand vous êtes en cours, on va vous parler du taux de marque. Alors le taux de marque, on le voit en cours, on n'entend plus jamais parler ensuite, alors que c'est ce qu'on utilise quand on utilise en tant que professionnel le taux de marge, c'est le taux de marque. Donc voilà, faut bien faire attention que vous parliez de la même chose quand vous parlez de la marge. Mais globalement, ça va être comparer les achats sur les ventes pour obtenir un taux. Mais faites attention, parce que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent moi, mon taux de marge, c'est tant, ou j'ai préparé ça, et puis en fait, ils vont comparer du hors-taxe avec du TTC. Donc là, ça veut pas du tout dire la même chose. Donc voilà, je me suis rendu compte de ça tout simplement quand j'ai juste tapé définition marge et je suis retombé sur des cours où on me parle de taux de marque. Et c'est vrai que la vraie définition, c'est celle du taux de marque. Mais si vous dites ça à un banquier ou à un expert comptable, il va vous dire que le taux de marque, ça n'existe pas. En tout cas, nous, on ne l'utilise pas. C'est donc important, c'est vraiment la marge, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que vous allez devoir déterminer pour, une fois que vous avez votre prix de revient, déterminer votre prix de vente. Donc il va permettre de mesurer la performance commerciale de votre entreprise,
il va vous permettre de vous comparer vis-à-vis des entreprises de votre secteur, parce que généralement, sur la plupart des activités, alors sauf si vous êtes dans un métier de niche, vous allez avoir des données de secteur qui vont vous dire, voilà, dans la grande distrie, c'est tant de taux de marge, un garage, c'est tant de taux de marge, si vous faites du négoce de matériel, ça va être taux de marge. Donc vous pouvez déjà vous positionner. Ça vous permet de déterminer la dégradation ou l'amélioration de la politique commerciale en œuvre. Parce que si vous suivez votre taux de marge régulièrement et si vous voyez qu'il commence à osciller vers le haut, vers le bas, c'est qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées. C'est quoi? C'est un commercial qui est plus performant, moins performant. Donc voilà, c'est en tout cas un indicateur qui permet d'orienter votre analyse que vous allez mener ensuite. Développer des produits vers ceux les plus rentables si vous êtes multi-activité. Donc pareil, si vous faites de la formation à destination de particuliers parce que vous faites du coaching, mais que vous faites également de la formation à destination des services RH où vous allez aller former des cadres, je pense que la deuxième activité va être plus rentable. Mais si vous arrivez à être, on va dire, mieux ou meilleur dans votre démarche commerciale vis-à-vis des particuliers, peut-être que c'est ce métier-là que vous allez faire à 80% de votre temps. Donc, si vous faites votre analyse taux de marge par activité, vous allez peut-être prendre une décision qui sera, bon bah voilà, j'arrête telle ou telle activité parce que bah, c'est celle-là qui est assez rentable, ou en tout cas plus rentable que l'autre. Et donc, ça va vous permettre de déterminer le seuil de rentabilité. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quel taux de marge dois-je atteindre pour que mon entreprise soit profitable? Un petit exemple, c'est un exemple voilà, que j'ai neutralisé un peu. Que j'ai fait de façon neutre, mais vous voyez, c'est le genre de tableau que nous, on peut présenter, expert comptable, à des clients. Parce qu'il faut en fait expliquer les chiffres. Donc là, par exemple, on a un chiffre d'affaires de 10 millions, on a des matières premières de 4,5 millions, et après, ce client-là, nous, il aime bien avoir l'analyse avec les coûts de transport, l'achat d'emballage également, parce que c'est souvent un poste qu'il ne maîtrise pas, et on essaie de comprendre pourquoi, variation de stock. Donc vous voyez déjà que rien que sur la première ligne, on a une marge de production. Donc on fait plus de chiffres, on fait plus de marge en volume, puisqu'on fait plus de 120 000 euros. Mais par contre, on a un taux de marge qui est moindre. Parce que l'année dernière, il était de 52, 56, et là, on n'est plus qu'à 49, 50. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi mon taux de marge est moindre, et donc c'est ça qu'il faut aller analyser. Donc déjà, il y a plusieurs explications. C'est qu'on voit que le tonnage, on fait plus 11% de chiffre d'affaires, pourtant j'ai vendu 7% de tonnes en moins. Donc là, bah pareil, pourquoi? Eh bien parce que en fait, mon chiffre d'affaires à la tonne est élevé. Donc typiquement, dans l'exemple qu'on voit ici, c'est des coûts matières qui avaient explosé en raison de l'invasion, en tout cas du conflit russo-ukrainien, avec des coûts matières qui avaient explosé. Mais, donc coûts matières qui explosent, certes, mais on l'a répercuté sur nos prix de vente. Et on l'a répercuté assez fortement. Et eux, vu que c'était un exercice au 30 juin, les matières ont baissé ensuite assez rapidement, après le conflit, sauf que les prix de vente sont restés élevés. Donc ils ont mis plus de temps à les répercuter sur leurs clients que ce qu'eux ont réussi à négocier avec leurs fournisseurs. Donc en fait, on se retrouve avec un chiffre d'affaires à la tonne, où on était à 392 € la tonne, on a réussi à passer à 463. Et une marge euro-tonne qui est également en hausse. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut essayer d'analyser. Eux, leur indicateur, c'est leur tonnage. Donc ils se disent, bah voilà, c'est un peu embêtant, moins 7%, bah j'ai pas moins d'effectifs, j'ai des dépenses d'électricité qui font x3, je produis moins, ah ouais, mais au final, en marge de production, bah, je dégage plus d'argent. Alors mon taux de marge est un peu moindre, mais ça reste une année intéressante. Donc là, vous voyez, on leur avait présenté le chiffre d'affaires qui évolue, parce qu'il fait plus 1 million. Donc en effet, à année équivalente, on perd de l'argent parce qu'on fait moins de volume, mais on avait des prix qui ont tellement augmenté que ça nous a permis de compenser cet effet volume, et au final, on gagne du chiffre d'affaires. Le taux de marge, comment l'améliorer ? Alors il va y avoir plusieurs niveaux, on en a déjà parlé, mais donc négocier les prix d'achat. Donc encore faut-il avoir de la marge de manœuvre avec vos fournisseurs, ça va aussi dépendre de la nature de vos fournisseurs. Si votre fournisseur principal c'est Airbus, c'est pas évident de négocier. Si c'est beaucoup de petits fournisseurs avec qui vous entendez bien, ça peut être plus simple. Augmenter le prix de vente,
Même chose, ça va dépendre beaucoup de vos clients. Donc à analyser aussi. Meilleure gestion des stocks. Donc là c'est pareil, hein, si vous avez un entrepôt de 4000 m² qui vous coûte 100 000 euros par an et vous en utilisez qu'un quart, voilà, il faut absolument s'interroger sur ça, sur l'amélioration de vos coûts logistiques, votre process de fabrication, parce que c'est là où vous allez pouvoir aller chercher des charges. Ou alors c'est peut-être se dire, soit je déménage, soit non, ok j'y vais, j'augmente ma force commerciale et je fais en sorte que mon entrepôt il soit utilisé à fond. Donc il faut essayer de faire les deux, idéalement, dans un monde idéal. Comment fixer ses prix? Donc voilà, il n'y a pas que le prix de revient, c'est qu'ensuite il va falloir quand même faire une analyse de la demande. Hein, donc quand vous allez être en process de création, quand vous allez préparer votre prévisionnel, il y a toute cette partie business plan, hein, où il va falloir faire ce qu'on appelle du benchmark avec une analyse de la demande, de la concurrence, votre calcul du prix de revient, on en a déjà parlé, mais si votre prix de revient, voilà, vous y arrivez très bien, vous avez votre prix de vente et vous arrivez à un prix et qu'en fait, alors il n'y a pas de demande ou alors la demande elle est là, mais à un prix divisé par 2 parce que c'est ce que fait la concurrence, votre prix de revient il peut être cohérent, il ne sera pas cohérent au moment de le mettre en place. Parce que le consommateur a des critères de choix. Le prix, alors c'est pas toujours le premier, hein. C'est pas toujours le prix, parce que sinon personne n'achèterait l'iPhone. Donc c'est pas forcément ça, mais généralement il rentre quand même en ligne de compte. Mais il y a également la qualité en fait, hein, de conseil, du service, du produit, donc même de votre image de marque, hein. Des garanties, ça de plus en plus, hein, de ce que vous garantissez après la vente ou après votre prestation. Donc le service après-vente, les prestations sur site, est-ce qu'il y a un satisfait ou remboursé? Et gamme et choix de produits, donc là ça va plutôt être votre positionnement sur le marché. Comment vous vous positionnez? La notion de prix psychologique, donc ça c'est le prix minimum que les consommateurs sont prêts à payer, donc c'est le prix acceptable en fait. Le prix qu'ils sont prêts à payer spontanément, donc sans trop se poser de questions, on va dire, pour avoir accès à un produit. Donc ça va varier en fonction de l'image que le client a du produit. Donc là pareil, je reprends l'exemple de l'iPhone ou enfin voilà des grandes marques où des fois là le prix psychologique n'est plus très cohérent mais il est quand même là, ou alors de la connaissance qu'il a déjà du produit où là on va plutôt être sur la qualité intrinsèque, donc là sur des clients qui vont faire attention à ce qu'ils achètent, on le voit quand même de plus en plus. Donc si le prix est inférieur au prix psychologique, le signal envoyé en termes de qualité est négatif, ce que vous allez plutôt être vu comme on va dire une qualité discount par exemple. Ça peut être votre cœur de marché, hein, ça il n'y a pas de problème, c'est juste que la première image sera celle-ci, alors que si vous êtes plus élevé, alors est-ce que vous êtes un premium? Voilà, toujours bien faire attention à cette notion de marché et de perception client et concurrence. Donc, ce que je disais, attention au prix bas, puisqu'il faut pas que ça vous nuise. Alors si ça peut être une bonne idée au début de casser le marché ou d'arriver avec un prix bas, ça peut aussi, si c'était pas votre objectif, brouiller votre image de marque. Si c'est votre seul argument de négociation, après vous allez avoir du mal à augmenter votre prix. Et donc, voilà, il faut quand même se valoriser, il faut se positionner. Donc démarche importante de savoir où vous êtes par rapport aux autres. Et donc si c'est sur de la prestation de service, pareil, c'est quel est votre CV, hein, si vous faites de la formation, qu'est-ce que vous avez vous comme légitimité, qu'est-ce que vous avez comme main d'œuvre disponible, hein, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, comme brevet, vraiment savoir où vous vous positionnez. Un petit point sur la vente à perte, hein, donc juste pour rappeler que c'est interdit. Donc sauf exception, il ne faut pas vendre à perte, hein. On en a entendu un peu parler à la rentrée là quand notre gouvernement a voulu autoriser les distributeurs en fait de carburant à vendre à perte. Donc vous avez vu la levée de boucliers et donc notamment même des économistes, hein, qui expliquaient que c'était une aberration. Donc voilà, ne pas vendre à perte. Et donc ça passe par bien déterminer son coût de revient. Contrôler et suivre son activité, parce qu'une fois que votre activité est lancée, que vous avez un prix de revient qui est plutôt fiable, parce que vous avez bien bossé sur votre taux de marge, sur votre taux horaire, et maintenant déterminer un prix de vente qui vous paraît cohérent. Vous vous êtes lancé, donc maintenant il va falloir contrôler et suivre votre activité via des tableaux de bord. Donc là, tableau de bord, donc il y a plein d'outils, hein, qui existent. C'est également le boulot d'un expert comptable, hein, de vous accompagner sur la mise en place d'un tableau de bord s'il le propose.
Mais en fait, voilà, ça va vous permettre de mesurer la performance de votre entreprise dans le temps. Et l'avantage par rapport à voilà, ce qu'on disait, bilan, compte de résultat, c'est que là, vous allez avoir des informations et des indicateurs qui ressortent à court terme, voire très court terme. Si vous suivez notamment votre trésorerie au quotidien, voilà, c'est plutôt du très court terme. Donc l'idée, c'est surtout d'identifier en fait s'il y a des points forts ou des points faibles, de les identifier assez rapidement. Parce que s'il y a des points faibles, il va falloir corriger la source de ce point faible, et s'il y a des points forts, il va falloir appuyer dessus pour développer votre activité. Donc voilà un peu l'objectif, mettre en évidence les informations importantes qui ressortent de votre business, vous aider à votre prise de décision, mais voilà, dans une vision assez court terme, plutôt que d'attendre une fois que vous avez votre bilan et que votre société a déjà clôturé depuis 6 mois, vous êtes déjà dans votre exercice d'après. L'idée, c'est quand même de prendre des décisions quasi en temps réel, notamment s'il y a des difficultés malheureusement, mais au moins si vous pouvez les identifier assez rapidement, ça peut vous éviter des déconvenus. Le choix des indicateurs, alors là, typiquement, ça va dépendre de votre activité. Hier, après l'intervention, il y a notamment une étudiante en pâtisserie qui est venue me voir et qui m'a dit ah oui, d'accord, mais moi alors comment j'améliore ma marge quand je serai pâtissière, et qu'est-ce que je choisis comme indicateur? Alors déjà, moi je suis pas pâtissier, mais on en a parlé un petit peu, et donc oui, elle, clairement, il faut qu'elle sache quel est son panier moyen. Est-ce que son métier, c'est de vendre 2 baguettes, ou est-ce que c'est de vendre des Paris-Brest et plutôt de faire de la pâtisserie haut de gamme? Donc il faut qu'elle sache déjà comment elle se positionne. Donc voilà, le taux de fréquentation, des choses comme ça. Donc il faut que chacun mène son analyse sur des indicateurs pertinents. Typiquement, la pâtisserie, je pense que c'est un indicateur que j'aurais pas préconisé il y a 2 ans. Mais là, les dépenses ou la consommation d'électricité, obligé de le suivre. Donc c'est des outils vraiment, on va dire, évolutifs, mais qu'il faut prendre en compte. Pareil, on a parlé un peu RSE. Parce qu'un autre de ces leviers, pour faire plus de marge en pâtisserie, il y a quand même la charge, c'est les charges de personnel. Sauf que c'est pas facile de recruter. Alors donc, est-ce qu'il vaut mieux essayer de pas trop payer ses salariés au risque de les perdre, ou au contraire mettre en place des démarches qui permettraient de fidéliser les collaborateurs pour avoir moins d'arrêts maladie, moins de départs, donc moins de frais de recrutement derrière. Donc voilà, c'est toutes ces approches-là qu'il faut avoir, notamment parce que maintenant, ce sont des choses qui vont être un peu dans l'air du temps, que ce soit côté collaborateur ou côté client. On va de plus en plus vous demander de toute façon d'où proviennent vos charges. Nous, ça y est, on y vient, expert comptable, quand on répond à un appel d'offres, on nous demande ce qu'on fait en démarche RSE pour nos collaborateurs, pour des choses comme ça. Donc si pareil, vous êtes pâtissier et que vous achetez une farine qui vient d'un pays un peu exotique, ou alors qui a besoin de passer par un cargo parce que vous la payez 10 centimes, mais à côté de ça, vous polluez comme pas possible, c'est pareil, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en compte pour l'avenir. Donc voilà, ça c'est des exemples de choix des indicateurs, mais voilà, faut que ce soit évolutif, faut que ce soit pertinent pour vous. Alors bien sûr, le chiffre d'affaires, la marge, la trésorerie, voilà, il y a des indicateurs que vous allez forcément suivre parce que c'est indispensable, mais voilà, à adapter, même des choses comme auxquelles vous ne pensez pas forcément souvent. C'est votre taux de conversion, c'est combien de prospects j'ai rencontrés et combien j'en ai convertis. Si je rencontre 80 prospects et que j'en transforme que 10, c'est que alors déjà j'en ai peut-être vu trop et que mon argumentaire commercial n'est peut-être pas bon. Donc voilà, beaucoup de choses sur lesquelles il faut bosser et qui vont vous permettre en fait de mieux comprendre votre business et de mieux en fait découler votre démarche, et tout ça pour arriver en fait à votre marge et à votre prix de vente. Je vous remercie pour votre attention. Donc pour rappel, voilà, ça sera toutes les animations là que vous pouvez voir sur le salon, elles seront disponibles en replay après le salon. Et là, je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, alors soit au micro, soit si vous voulez venir me voir, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Des questions peut-être? Non, on est bon? Bon, parfait alors. Merci beaucoup. Merci à tous.